Parlons franchement, le pouvoir actuel en Algérie, celui dirigé par Tebboune, semble avoir décidé de battre tous les records, mais dans la catégorie des régressions. À force d'enchaîner les dérapages, de saccager les droits humains les plus fondamentaux et de réprimer sans relâche toute forme de liberté individuelle, ce régime s'enfonce dans une logique autoritaire d'un autre âge complètement déconnecté du présent. Chaque jour qui passe, il se rapproche un peu plus du modèle d'État que l'on qualifie sans détour de voyou. Et pour être honnête, il ne s'en approche pas, il y est déjà. La manière dont il opère, les décisions qu'il prend, les persécutions qu'il inflige, tout cela le place désormais dans le viseur du droit international. L'Algérie, malheureusement, glisse lentement mais sûrement dans la catégorie des États qui défient ouvertement les normes les plus élémentaires de la justice mondiale. Tenez-vous bien parce que ce qui suit est tout simplement surréaliste. On vient de mettre la main sur un document tout droit sorti du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme basé à Genève. Oui, vous avez bien entendu, un document officiel signé par des experts du Conseil des droits de l'homme qui pose directement une question explosive au gouvernement algérien. Et pour cause, l'affaire concerne, tenez-vous bien, l'expulsion d'une Algérienne par son propre pays. Pas une étrangère, pas une double nationale. Non, une citoyenne algérienne renvoyée hors de ses frontières par ses propres autorités. C'est quasiment inédit sur la scène internationale. En général, quand un État expulse quelqu'un, c'est un ressortissant d'un autre pays. Mais là, c'est comme si une maison jetait dehors l'un de ses enfants. Franchement, on a vu des arrestations injustifiées, des intimidations, même des disparitions inquiétantes. Mais là, on atteint un nouveau sommet dans l'absurde. Heureusement ou malheureusement, tout est écrit noir sur blanc dans le document, et vous allez le voir. Ce que nous avons entre les mains, c'est du lourd, un document exclusif, signé par les plus hauts experts du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Pas un simple courrier de politesse, non. Il s'agit d'un rapport rédigé conjointement par plusieurs figures majeures du système onusien, le groupe de travail sur les disparitions forcées, la rapporteuse en charge de la liberté d'opinion et d'expression, celle sur le droit de réunion pacifique, une autre spécialisée dans la défense des militants des droits humains, et enfin un rapporteur dédié à la justice, à la vérité et à la non-répétition. Oui, tout ce beau monde s'est réuni autour d'un seul et même dossier, l'Algérie. Tous nommés par le Conseil basé à Genève, ces experts agissent avec une mission claire, pointer du doigt les abus, questionner les États et mettre à nu les violations graves des droits fondamentaux. Et ils ne sont pas là pour plaisanter, leur autorité s'appuie sur rien de moins que la Charte des Nations Unies elle-même. Alors tenez-vous bien, ce n'est pas une rumeur ni une fuite anonyme, c'est un document officiel daté précisément du 29 août 2025, envoyé noir sur blanc aux autorités algériennes. Et depuis ce jour-là, le régime est formellement visé par une procédure spéciale. Comprenez bien, ce n'est pas une simple remarque ou une tape sur les doigts, mais une enquête sérieuse déclenchée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU lui-même autour d'une affaire jugée extrêmement grave, l'expulsion d'une citoyenne algérienne par son propre pays. Et ce n'est pas fini. Pour encadrer cette procédure, les Nations Unies s'appuient sur deux textes fondamentaux. D'un côté, la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'autre, la Charte des Nations Unies, parfois appelée la Charte de San Francisco. Ces deux piliers sont les fondations juridiques qui guident les missions, les principes et l'organisation même de l'ONU. En clair, l'ONU ne se contente pas de jolis discours, elle dispose d'outils concrets pour rappeler à l'ordre les États membres quand ils piétinent les droits humains les plus élémentaires. Pour bien comprendre le contexte, il faut remonter au début du courrier. Voici comment tout commence. Le document s'ouvre de manière très formelle. Nous avons l'honneur de nous adresser à votre Excellence. Il est adressé au représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies. Car oui, chaque pays dans le monde dispose de missions diplomatiques accréditées auprès des différentes instances onusiennes à New York, où siège le Conseil de sécurité, mais aussi à Genève, qui accueille notamment le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Et dans cette lettre, on ne parle pas à n'importe qui. Ce sont plusieurs figures clés du système onusien qui signent le groupe de travail sur les disparitions forcées, la rapporteuse chargée des libertés d'opinion, celle des libertés d'association et de réunion pacifique, le rapporteur pour la vérité, la justice et la non-répétition, et enfin la spécialiste des défenseurs des droits humains. Tous sans exception se sont unis pour interpeller directement l'État algérien au sujet d'un nom bien connu, Nasra Dutour. Souvenez-vous, on en avait déjà parlé l'été dernier. Oui, c'était lors de cette émission marquante où nous avions reçu Nasra Dutour sur notre plateau. Elle était venue témoigner en personne juste après avoir été expulsée sans motif valable de son propre pays. Oui, vous avez bien entendu, chassée d'Algérie alors qu'elle est algérienne.
Nasra n'est pas une inconnue. C'est la figure centrale du collectif des familles de disparus en Algérie, une organisation qu'elle dirige depuis le début des années 2000. Son combat regroupait les familles brisées par les disparitions forcées de la décennie noire pour exiger des réponses claires du gouvernement. Dans notre émission diffusée le 2 septembre 2025, elle nous avait partagé son histoire poignante, ses démarches, ses luttes et sa plainte officielle contre l'État algérien. Car derrière ce collectif, il y a une tragédie des milliers de disparitions non élucidées, des gens engloutis par l'oubli dont le sort demeure flou, dont le passé reste sans trace. Et Nasra, avec détermination, refuse que ces histoires tombent dans le silence. Nasra Dutour, c'est plus de 20 ans de combat acharné. Attention, elle n'est pas une opposante politique classique. C'est une militante associative de la société civile qui incarne en Algérie la mémoire des disparus de la décennie noire. Derrière ces histoires, ce sont surtout des mères dont les enfants ont été emportés lors des rafles des années 90, sans jamais savoir ce qui leur était arrivé. Son collectif bien connu et respecté organise manifestations et mobilisations pour faire entendre ces voix oubliées. Et bien sûr, en tant que défenseuse des droits humains, Nasra ne peut ignorer les arrestations politiques arbitraires, la répression des journalistes indépendants ou les détentions injustifiées. Et pourtant, le 30 juillet 2025, elle-même devient victime de cette machine arbitraire arrivée à l'aéroport d'Alger-Oualiben. Munie de son passeport algérien en règle, elle est bloquée 3 heures durant, interrogée sur son engagement associatif, puis refoulée vers la France sans aucune justification légale. Une preuve flagrante que même les défenseurs des droits humains ne sont pas à l'abri. D'après les éléments recueillis, les agents de la police aux frontières se seraient contentés d'une explication pour le moins floue. Elle ferait partie d'une organisation non gouvernementale. Point final. Aucun nom cité, aucune précision fournie, et surtout aucune justification claire reliant cet argument à une décision aussi lourde qu'un refoulement du territoire. Et ce n'est pas un hasard. Depuis sa naissance, le collectif SOS Disparus, CFDA, qui rassemble les familles de personnes disparues en Algérie, évolue sous pression permanente. Censure, obstacles administratifs, intimidation répétée, tout semble mis en œuvre pour freiner, affaiblir, voire faire taire cette structure. Pire encore, ces entraves ne cessent de s'intensifier. Les membres de l'association voient de plus en plus leur droit de se réunir restreint, notamment lors d'événements liés à la justice transitionnelle ou à des dates symboliques comme la Journée internationale des droits des femmes. Des faits d'ailleurs déjà signalés noir sur blanc dans les rapports officiels de la rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée de la situation des défenseurs des droits humains. Comme si cela ne suffisait pas, même la voix numérique du collectif a été réduite au silence. La radio en ligne de l'association connue sous le nom de Radio des Sans-Voix serait tout simplement devenue inaccessible depuis l'Algérie. Quant au site du Mémorial des Disparus, pensé comme un lieu de recueillement et de mémoire, il aurait été la cible de piratage. Ce site n'était pourtant rien d'autre qu'un espace dédié aux souvenirs des victimes des disparitions forcées de la décennie noire des années 90. On y trouvait des visages, des noms, des parcours de vie, un travail de mémoire, rien de plus et apparemment déjà trop. Tout cela ne sort pas de nulle part. Ces éléments figurent noir sur blanc dans un document officiel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et à travers ce texte, l'ONU rappelle une évidence que certains dirigeants semblent ignorer ou feindre d'ignorer. La scène internationale ne fonctionne pas à l'arbitraire. Elle repose sur des règles, sur des principes communs, sur des lois destinées à garantir la coexistence des peuples, le respect mutuel entre les États et un minimum de paix et de dignité partagé à l'échelle mondiale. Prenons un exemple très concret, la liberté de circuler. Le droit international est limpide sur ce point. L'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques est formel, personne ne peut être empêché de manière arbitraire de revenir dans son propre pays. C'est écrit noir sur blanc. Et ce texte, l'Algérie l'a signé, ratifié et accepté. Autrement dit, un État n'a tout simplement pas le pouvoir d'interdire l'accès à son territoire à ses propres citoyens. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, d'un opposant ou d'un militant associatif, cela ne change strictement rien. Ce droit est fondamental. Le nier, c'est sortir du cadre légal. Ça n'existe pas. Et non vraiment, ça n'existe pas. D'ailleurs, le Comité des droits de l'homme de l'ONU l'a rappelé sans détour dans ce même document. Le terme « arbitraire » n'est pas utilisé au hasard, il englobe toutes les décisions étatiques, qu'elles soient politiques, administratives ou judiciaires. Même lorsqu'une mesure est prévue par la loi nationale, elle doit rester compatible avec l'esprit, les objectifs et les principes du pacte international.
Car oui, contrairement à ce que certains semblent croire, le monde fonctionne aussi avec des règles. Il faut le rappeler clairement, le droit ne s'arrête pas aux frontières nationales. Oui, l'Algérie possède ses propres lois et une constitution que l'État est censé respecter. Mais cela ne s'arrête pas là. En tant que membre des Nations Unies, l'État algérien est aussi lié par des engagements internationaux qu'il a librement signés. Ces règles communes ne sont pas décoratives, elles existent pour maintenir un équilibre mondial, préserver la paix, permettre au peuple de cohabiter et éviter que chacun fasse sa propre loi dans son coin. Et justement, le document en question ne se contente pas de vagues principes, il s'appuie sur une base juridique solide en citant toute une série de textes précis, notamment l'article 17 de la Déclaration des Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU déroule ainsi tout un arsenal légal pour démontrer une chose très simple. Rien, absolument rien, ne permettait aux autorités algériennes d'interdire à un citoyen algérien de rentrer chez lui. Ce genre de situation n'a pas de fondement légal. Personnellement, je n'ai jamais vu ça. Face à cette affaire, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies n'est pas resté silencieux. Il a officiellement transmis au gouvernement algérien toute une série d'interpellations. Et appelons les choses par leur nom, ce ne sont pas de simples questions, mais de véritables demandes de compte. D'abord, les experts exigent des explications claires. Ils veulent comprendre précisément ce qui justifie l'expulsion forcée et arbitraire d'une citoyenne algérienne, sur quelle base, pour quelles raisons, avec quels droits. Ensuite, ils réclament les fondements juridiques exacts qui auraient servi à bloquer l'entrée sur le territoire national et à refouler Nasra du Tour. Et surtout, ils demandent au gouvernement algérien de démontrer en quoi ces décisions respecteraient les normes internationales, notamment celles prévues par l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que les articles 13.3 et 13.5 de la Déclaration des Nations Unies contre les disparitions forcées. Mais le ton monte encore d'un cran. Le Conseil ne se contente plus de demander, il ordonne. Il enjoint l'État algérien à détailler les mesures prises pour enquêter sur les violations présumées et pour garantir la protection effective des droits de Nasra du Tour. Il va plus loin encore en exigeant des informations sur les actions mises en place afin de permettre un véritable dialogue démocratique en Algérie. L'objectif est clair, assurer que les familles de disparus et les défenseurs des droits humains puissent s'exprimer, se rassembler pacifiquement et mener leur activité légitime sans subir intimidation, répression, stigmatisation ou poursuites abusives. Enfin, dernier point et non des moindres, le Conseil demande quelles démarches concrètes ont été entreprises pour faire la lumière sur le sort et la localisation des victimes de disparitions forcées durant les conflits des années 1990. Là, on franchit un cap. Très clairement, ce qui se passe est d'une gravité exceptionnelle, à tel point qu'il faudra honnêtement y consacrer une émission entière. Car c'est une première, jamais auparavant, l'État algérien n'avait été sommé, sous pression directe d'un organe des Nations Unies, de rendre des comptes sur les disparitions forcées liées aux événements tragiques des années 1990. Et ça, ce n'est pas anodin. Cette mise en cause touche au cœur même du récit officiel, celui de la lutte antiterroriste menée par l'État. Elle en questionne la légitimité, les méthodes et surtout les zones d'ombre restées sans réponse. Autant dire que le sujet est explosif, mais on y reviendra. Ce dossier mérite du temps de l'analyse et un vrai décryptage. Autre élément clé à ne pas négliger, cette correspondance ainsi que toute réponse officielle des autorités algériennes sera rendue publique dans un délai maximal de 60 jours. Elle sera mise en ligne sur le site officiel des Nations Unies, plus précisément sur celui du Haut Commissariat aux droits de l'homme connu sous le nom de OHCHR, basé à Genève. Autrement dit, cette affaire ne restera pas dans les tiroirs. Elle sera visible, accessible et consultable par tous. Soyons précis, ce qui va sortir de cette procédure, ce n'est pas une condamnation judiciaire. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU n'est pas une cour de justice et il ne rend pas de sentence pénale. Il ne prononce ni sanction ni peine. En revanche, il produit un avis officiel et cet avis, même s'il n'est pas juridiquement contraignant, constitue un puissant levier de pression politique et diplomatique. Concrètement, le Conseil exige des comptes. Il demande à l'État algérien de corriger ses pratiques, de réparer les préjudices causés, de mettre fin aux violations des droits humains et surtout d'expliquer ses actes. On pourrait presque parler d'un tribunal sans marteau, ni condamnation formelle, mais avec une capacité réelle à mettre un État face à ses responsabilités. Le message est clair, les engagements internationaux ne sont pas optionnels. Et tout cela s'inscrit dans une série d'événements pour le moins inédits. Sous le pouvoir actuel, les précédents s'accumulent et pas les bons.
Rappelons-le, dès avril 2024, un journaliste de Jeune Afrique avait déjà été empêché d'entrer sur le territoire algérien. Encore un épisode hors norme dans une longue liste d'anomalies devenues presque banales. Et précisons un détail essentiel, il s'agit d'un journaliste algérien sans double nationalité. Aucun flou là-dessus. Une seule citoyenneté, un seul passeport algérien. Oui, algérien. Il l'a présenté comme n'importe quel citoyen rentrant chez lui, et malgré cela, on lui a fermé la porte. Ce genre de pratique n'a qu'un nom, c'est typique des régimes voyous. Je le redis, sans détour des méthodes de régime voyou. On parle ici de dirigeants qui agissent comme s'ils étaient au-dessus de toute règle bricolant des lois imaginaires qui n'existent dans aucun manuel de droit international. Leur logique est simple et absurde à la fois. Tu es algérien, mais tu n'es plus autorisé à remettre les pieds sur ta propre terre. Rappel des faits, ce journaliste a été refoulé en avril 2024. Quelques mois plus tard, à la fin juillet 2024, Nasra Dutour subit exactement le même sort. 2 citoyens, 2 passeports algériens, 2 expulsions hors de leur propre pays. Franchement, on croit rêver. Bien sûr, ailleurs dans le monde, on voit des arrestations, des pressions, des intimidations. Rien de nouveau malheureusement. Mais expulser ses propres ressortissants, ça c'est un seuil inédit. Encore une fois, le pouvoir en place pousse l'Algérie vers une dérive dangereuse, celle d'un État qui se comporte en paria.